Monsieur Negroni, Monsieur Sanchis, bonjour. Nous sommes à l'Éveil du Scarabée, le centre d'accueil pour autistes à Champs-Sevray. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Jean-Pierre Sanchis, donc je suis directeur d'établissement depuis 14 ans, 20 ans dans le microsocial et 35 ans dans la fonction publique. Emmanuel Negroni, architecte designer. Donc j'ai 47 ans, je travaille depuis une vingtaine d'années et je conçois aussi bien des bâtiments que du mobilier, que des ambiances intérieures. Voilà. Je travaille un peu sur les trois domaines. D'accord. Donc pourquoi l'Éveil du Scarabée? Pourquoi Scarabée? Donc, en 2003, le préfet nous confie la gestion de structures pour handicapés. En 2004, l'occasion se présente de racheter cette propriété. De fil en aiguille, le projet de l'Éveil du Scarabée a mûri de lui-même. Pourquoi l'éveil du scarabée? Parce que l'éveil du scarabée, pour moi, je l'ai vu comme un besoin. Je pense qu'actuellement, dans le pays, il y a une attente énorme sur l'amélioration du cadre de vie des personnes handicapées et notamment des autistes. Et que oui, voilà, il fallait proposer quelque chose en tout cas différent et utile pour tous ces occupants. Donc l'Éveil du Scarabée est l'un des seuls centres d'accueil pour autistes de ce genre. Sortir des sentiers battus était-il primordial pour vous? Euh, Pas complètement. Primordial parce qu'il fallait apporter quelque chose. Ça, c'est une certitude. Sortir des sentiers battus pour faire un geste architectural, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ici, ce qu'on a essayé de faire, c'est que la fonction devienne design esthétique. C'est-à-dire que rien n'est fait sans qu'il y ait une fonction et une raison bien particulière. Et donc, est-ce que vous pouvez nous parler des spécificités en fait du centre? Alors, la spécificité majeure du centre, c'est que tout est lié sur les sens. Donc, connaissant donc l'hypersensibilité des autistes et sachant que chaque autiste est différent, on ne pouvait pas s'attacher sur des pathologies bien spécifiques. Et donc, on a joué sur les sens, c'est-à-dire sur le son, sur la lumière, sur les matières, sur le toucher, sur la volumétrie, donc notamment la voûte protectrice qui est là et qui est là pour rassurer. Et chaque domaine a été étudié bien particulièrement. Le son, par exemple, tous les murs de couleur, ce sont des murs acoustiques qui sont là pour atténuer l'écho, lié à la voûte d'ailleurs. Et les couleurs sont douces, avec des petites pointes de rehausse un peu plus dynamiques pour se situer dans l'espace. Les matières, pareil, pour personnaliser les maisons. Donc chaque maison a une matière, chaque chambre a une couleur différente. On est dans un milieu médicalisé, mais on a voulu conserver l'individualité chez chaque individu. Voilà, c'était très important pour nous. Et du coup, des spécificités techniques? Les spécificités techniques aussi, parce qu'on est on a voulu, on est dans une époque où l'écologie a son importance. Il fallait que le bâtiment consomme peu, donc on a utilisé des technologies entre guillemets nouvelles parce qu'elles existent depuis longtemps, mais elles sont au bout du jour actuellement. Donc le bâtiment est chauffé par géothermie. Et on va puiser la chaleur dans le sol, et ensuite c'est diffusé par le sol, la chaleur est diffusée par le sol, et l'eau est chauffée par l'apport grâce à des panneaux solaires, et donc l'eau est chauffée grâce aux panneaux solaires. Et donc en termes de coût, le coût d'un tel ouvrage est-il comparable à celui d'un autre centre plus classique? Donc on reste dans les coûts classiques d'un bâtiment de ce type. La volonté effectivement était de ne pas travailler uniquement sur l'investissement, mais aussi de travailler sur ensuite les coûts de fonctionnement. Donc comme le disait Emmanuel Negroni, l'importance pour nous était effectivement de privilégier les coûts de fonctionnement, notamment avec toute la partie géothermie et autres.
Ensuite, maintenant, pour les coûts on est à 200 000 euros la place, ce qui est une fourchette, la fourchette relativement haute de la moyenne. Après, on peut toujours faire plus, mais je pense qu'il y a aussi raison gardée, donc il est important aussi d'essayer de bousculer les codes de la construction, les codes de l'accueil, tout en restant effectivement dans des proportions qui soient acceptables pour un gestionnaire. Alors moi j'ai un point de vue un peu différent, parce que pour moi le coût de la construction et aussi par expérience, pour avoir travaillé sur des domaines qui sont complètement différents, notamment les boutiques de luxe, des bureaux haut de gamme, des choses comme ça, pour moi le coût de construction n'est pas élevé, parce que je trouve que c'est le coût de base qui est de toute manière en France, qui n'est vraiment pas assez élevé. Je ne trouve pas très normal que pour le handicap, on mette aussi peu d'argent. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'eux ne puissent pas bénéficier d'environnements qui soient complètement adaptés à leur handicap, alors qu'on va dépenser des fortunes pour d'autres constructions qui finalement, je trouve, sont intellectuellement moins importantes. Et donc, c'est un travail qui a duré 7 années. Donc, durant ces 7 années, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés effectivement inhérentes à toute opération de travaux, donc déjà la recherche des financements, donc la recherche des emprunts, la communication autour du projet, ensuite effectivement le code des marchés qui est relativement contraint, et puis ensuite effectivement il y a tous les aléas liés à la vie d'un chantier, les entreprises défaillantes, ce qui fait qu'effectivement de fil en aiguille, c'est un projet effectivement entre les premiers prémices, les concours d'architectes et aujourd'hui, il s'est déroulé effectivement presque une dizaine d'années en fin de compte. Oui, il y a beaucoup d'emmerdes. On peut le dire aussi, on peut le dire comme ça aussi. Ça en valait la peine. Et enfin, j'espère. Et effectivement, de partir d'une page blanche, puisque ça a été un peu le cas dans ce projet, d'arriver à repenser les choses un peu différemment, de mettre ça au point, techniquement de mettre au point avec des entreprises qui n'étaient pas toujours prêtes à ce type de technologie et d'ouvrage. Oui, ça a été difficile, ça a été très très difficile. On est dans une conjoncture qui est très compliquée, beaucoup d'entreprises déposent leur bilan, et donc forcément, oui, ça a gêné beaucoup la construction. Mais comme dans toute réalisation, quoi, il fallait aller jusqu'au bout, et surtout il fallait essayer d'être fidèle au premier... à votre idée de départ. Ouais, à l'idée de départ. Et donc le 17 juillet prochain, vous présenterez l'éveil du Scarabée aux futurs occupants. Comment vous appréhendez leur arrivée? Non, mais en tant que maître d'œuvre. Pour moi, c'est très important. Je veux être là pour déjà voir un peu, ressentir les choses, les observer et voir un peu comment déjà leurs premiers sentiments, quels vont être leurs premiers sentiments. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Bien sûr, il y a le premier ressenti, puis après, il va y avoir aussi la vie intérieure, où là, on sera plus tard. Ils vont y passer toute leur vie. Une grande partie de leur vie. Partie de leur vie, oui. Ouais, partie de leur vie. Donc, mais déjà, au moins, voir comment ils vont réagir, oui, c'est quelque chose de très important. Donc moi, je dirais qu'au-delà de la surprise de la découverte des lieux, ça va être demain, effectivement, l'appropriation des locaux, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'effectivement, demain, ils seront chez eux. Voilà, donc pour moi, effectivement, c'est la vie qui va après être instaurée à l'intérieur de ce bâtiment, parce qu'effectivement, ce n'est pas uniquement une structure figée. Voilà, maintenant, il faut que, c'est comme une naissance, il faut que maintenant que ce bâtiment prenne vie. Et, voilà, et ça, effectivement, la vie ne pourra se faire effectivement qu'après, avec les occupants qui demain, effectivement, vont vivre ici. Voilà. Oui, et puis ça va être intéressant de voir que finalement, on a pensé à des choses
qui vont être utiles, Oui. et puis d'autres qui vont se modifier d'elles-mêmes par la vie intérieure de l'éveil du scarabée. Et au contraire, c'est très enrichissant, parce que tout ne va pas être, je suis persuadé que tout ne sera pas réussi, mais en tout cas, on a fait en sorte pour que ça le soit. Parce que je reste convaincu que l'architecture, ça doit être thérapeutique avant tout, quoi. Dans mon esprit, l'architecture fait partie de l'équipe éducative et de l'équipe soignante. Voilà. C'est un des éléments de l'équipe, et c'est ce qui a été le fil, pour moi, c'est ce qui a été le fil conducteur tout au long de ce projet. L'idée première n'était pas de faire différemment. L'idée première, c'était effectivement que le bâtiment participe effectivement à l'amélioration du cadre de vie, et impose, entre guillemets, au monde ordinaire de penser différemment l'approche et l'accueil du handicap. Voilà. Sortir des codes établis, entre guillemets. Voilà. Maintenant, alors, est-ce que demain ça fonctionnera? La question est là. Oui, oui. Et donc, une dernière question. Donc, quels ont été les rapports maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage? Je serais tenté de dire qu'on ne peut pas travailler pendant 5 ans sur un projet, on ne peut pas mener un tel projet s'il n'y a pas effectivement une relation qui s'instaure effectivement avec le maître d'œuvre. Il faut effectivement à un moment donné avoir une philosophie commune, il faut instaurer une confiance mutuelle, il faut que chacun effectivement soit en capacité d'écouter l'autre, et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire avec M. Uligoni. Et puis il faut être en capacité aussi de surmonter toutes les étapes, et de chaque matin dire effectivement on reprend le chantier et on continue jusqu'au bout, parce qu'il faut avoir effectivement cette vision de l'objectif final qui est effectivement permettre, non pas offrir, mais permettre effectivement au public de pouvoir être enfin chez eux. Ce qui a été très important pour moi, c'est que malgré toutes les difficultés rencontrées, les arrêts de chantier, enfin vraiment des périodes très très noires, le maître d'ouvrage, M. Sanchi, n'a jamais essayé de prendre des raccourcis pour essayer de finir au plus vite et de simplifier les choses. Et il a toujours voulu aller jusqu'au bout, il a toujours voulu l'idée de départ, il a toujours été fidèle à ça, et c'est ce qui fait la réussite du projet. Et sans ça, on n'aurait pas pu arriver à ce résultat. Voilà. Et ça, c'est peut-être c'est une des choses les plus importantes dans cette affaire. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. C'est bon. Et Merci. au revoir.